Bien le bonjour amis poètes, amis écrivains. Aujourd'hui je voulais vous parler, encore une fois bien sûr, de littérature, mais pas n'importe laquelle. Je voulais vous parler du grand poète, de l'éternel poète, que peut-être vous ne connaissez pas encore. Il s'agit de Fujiwara no Teika. Alors pourquoi je vous parle d'un poète dont vous ignorez à peu près tout, c'est-à-dire l'existence et à la fois la poésie? Tout simplement parce que il m'a complètement marqué. En ce sens où ses poèmes m'ont marqué et l'ouvrage de Michel Vieillard-Baron m'a énormément marqué. Il a effectivement écrit un ouvrage sur Fujiwara no Teika où celui-ci, à travers ses poèmes, à travers ses essais, à travers ses lettres, écrivait comme ça une espèce de traité poétique qui est complètement intemporel, puisque Fujiwara no Teika, si vous voulez, ça a plus de 1000 ans. Ça a plus de 1000 ans, et à partir de ça, quand les zigotos me disent, et il y en a plein en fait, qui me disent bah voilà, la poésie ne s'apprend pas, la poésie transcende les règles, la poésie ne peut pas être enfermée dans... Ça c'est du bullshit. C'est du bullshit. Pourquoi c'est du bullshit? Je vais vous le dire. Tout simplement parce que les lois, en fait, il y a des lois qui régissent l'art, qui régissent la beauté. Et justement, la beauté ne peut pas être confinée dans quelque chose, c'est vrai, mais la beauté n'est pas subjective. En ce sens que la beauté n'est pas que subjective, elle a aussi une part d'objectivité, et c'est cette part d'objectivité qu'il convient de retrouver. Et ce n'est pas une option en fait. Si vous voulez être écrivain, si vous voulez être poète, si vous voulez être artiste, si vous voulez que vos idées deviennent mémorables, ce n'est pas une option. C'est-à-dire que c'est un devoir de retrouver ces lois fondamentales, de retrouver ces lois universelles qui vont servir votre propos, qui vont servir votre discours, vos idées, votre peinture si vous faites de la peinture, votre sculpture si vous sculptez, etc. C'est vraiment en retrouvant ces lois et bien sûr en vous en servant que vous allez atteindre la liberté d'expression. C'est vraiment ça en fait qu'on loue ici dans ma vidéo. C'est-à-dire, la liberté c'est quoi? La liberté d'expression c'est quoi? Ce n'est absolument pas de dire ce qu'on veut en fait. Sinon on dit n'importe quoi. Et alors le n'importe quoi n'a jamais été de la liberté. C'est ça qui est vraiment fondamental à comprendre. La liberté, vous voyez un arbre, c'est tout bête. Vous avez juste à prendre, faites comme les Japonais, vous prenez la nature en exemple, la nature en modèle, et vous apprenez de ça. C'est le meilleur ouvrage, c'est la nature. Et tout simplement, voilà, vous contemplez l'arbre qui a ses racines profondes, ancrées vraiment profondément dans la terre. Et puis à partir de cet ancrage, c'est-à-dire à partir de racines, à partir pour nous de passé, d'histoire, de tradition, on peut s'élever, on peut croître, on peut grandir et atteindre des sommets. C'est vraiment comme ça qu'on doit faire, en fait il n'y a pas d'autre solution pour réussir. Vous pensez vraiment que Baudelaire n'a pas étudié les anciens, que Rimbaud n'a pas étudié les anciens? C'est un génie du latin, Rimbaud. Est-ce que vous pensez vraiment que Victor Hugo n'a pas étudié Homère, n'a pas étudié Virgile, n'a pas étudié Ovide, etc. C'est impensable. Donc, si vous n'étudiez pas nécessairement Fujiwara no Teika, c'est pas un problème. Il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Fujiwara no Teika pour une simple et bonne raison. C'est un des plus grands poètes japonais, un des plus grands poètes japonais du Tanka. Le Tanka, c'est l'ancêtre du haïku. Le haïku, vous connaissez maintenant, j'en parle souvent sur ma chaîne. Le Tanka, c'était le plus ancien poème du monde avant le haïku, ancêtre du haïku, encore une fois, sur 5 versets. Alors le Tanka, traditionnellement au Japon, c'était sur 2 versets. Et effectivement, c'est l'idée qu'il y a une image, et il y a une autre image. Et ça va être la jonction de ces 2 images qui va créer du sens, qui va créer de la beauté, qui va créer quelque chose, un champ poétique en fait, un nouveau champ poétique. Et comment faisait Fujiwara no Teika et tous les poètes qui ont repris du Teika après et ses lois fondamentales? C'est une idée très importante. Il y en a 2 en fait. Il y a une idée qui est, le poème doit être fluide, c'est-à-dire le poème doit être comme une goutte
qui tombe d'une feuille. Et effectivement, il n'y a pas d'obstacle. Et c'est vraiment ça qui doit être le principe, le moteur en fait de votre écriture, de votre texte, de votre art, quoi qu'il en soit, que ce soit de la musique, que ce soit dans l'écriture, que ce soit partout. En fait. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est la première idée, la limpidité, la fluidité, la simplicité, parce que c'est la simplicité qui crée cette limpidité, cette fluidité. Et la deuxième idée, elle est toute simple. Aujourd'hui, c'est très mal vu de reprendre. De reprendre quoi? De reprendre des œuvres, de se servir des œuvres, etc. Eh bien, ça c'est typiquement occidental. C'est très bizarre en fait, puisqu'il y a comme ça une espèce d'appropriation, de propriété de l'œuvre, alors qu'au Japon, ils n'ont pas cet orgueil en fait. Simplement, ils partent du principe que on peut reprendre un texte, mais alors à une condition, que le texte que l'on a repris, enfin plutôt que le nouveau texte, le nôtre, surpasse le texte que l'on a repris. C'est la seule condition. Alors bien sûr, vous allez me dire, l'art est subjectif, il n'y a pas de progrès dans l'art, comment on peut savoir si l'œuvre est mieux réussie, etc. C'est le public qui est juge, c'est le spectateur qui va vous dire si telle œuvre est réussie, telle œuvre est ratée. Aujourd'hui, pas de souci, le spectateur n'a aucune culture, puisque voilà, maintenant on nous rabâche d'informations préconçues, on est dans la passivité, on n'est plus en train de lire, on est plutôt en train en fait, on n'est plus en train de nous proposer des choses comme le faisait la littérature, on est en train de nous imposer des choses, comme le fait l'écran en fait. YouTube, alors YouTube un peu moins parce qu'on peut choisir, mais plutôt la télé, ça c'est vraiment, ou la radio, enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc là, c'est l'idée que vous pouvez reprendre des textes, vous en servir comme un tremplin pour aller très haut, pour bondir, pour toucher les sommets encore une fois. Et ça, c'est vraiment fondamental lorsque vous allez créer. Ayez vraiment en tête cette idée, voilà, et c'est l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Eh bien, vous prenez un texte, ça peut être de la poésie japonaise ou pas, peu importe. Mais vous prenez ce texte, vous vous en inspirez, ça peut être un vers, ça peut être une expression, ça peut être une idée, une image. Vous reprenez quelque chose de ce texte et vous essayez de surpasser le texte originel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse à vos occupations, à votre art, à votre écriture. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!